Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Fréquence Positive, le média propulsé par Positive Life, entièrement dédié à l'avenir de la santé, de la beauté et de la longévité. Pendant plus de 40 ans, la médecine esthétique a accompli des prouesses incroyables avec la chirurgie, les injectables ou les lasers thermiques. Et ces méthodes existeront toujours, elles font partie d'un écosystème riche. Mais aujourd'hui, nous voyons émerger en force un tout nouvel acteur qui vient bouleverser ce paysage, la biorégénération. Face aux limites de ce qu'on appelle le traumatisme contrôlé, une nouvelle voie grandit. Nous n'avons plus besoin d'agresser systématiquement notre corps pour le forcer à réagir. Aujourd'hui, grâce à l'intelligence cellulaire, à la lumière et à la bioélectricité, nous apprenons enfin à travailler en synergie avec lui. Le but ? Ajouter une dimension fondamentale aux soins, traiter la cause à l'intérieur pour réparer l'extérieur. C'est exactement ce que nous allons décrypter sur cette chaîne. À chaque épisode, on prendra le temps de répondre aux questions que vous vous posez et de vulgariser cette nouvelle science cellulaire. L'objectif, c'est de vous donner les clés pour comprendre cette évolution technologique, avec précision et surtout, en toute bienveillance vis-à-vis des pratiques d'hier et d'aujourd'hui. Au programme, des innovations, des décryptages de tendances et des analyses sourcées pour comprendre comment notre vision du corps est en train de muter. Fréquence Positive vous est proposée par Positive Life, expert dans la sélection et l'intégration de technologies biorégénératives de pointe. Et par souci de transparence totale, toutes les sources scientifiques que nous aborderons sont en libre accès sur notre site, positivelife.bio. Un petit rappel essentiel avant de démarrer. Ce podcast est purement éducatif et analytique. Il ne remplace en aucun cas un avis ou une consultation médicale. La connaissance, c'est le début du changement. Alors si vous êtes prêt à plonger au cœur de vos cellules, abonnez-vous et bienvenue sur Fréquence Positive. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une émission très spéciale. Pour comprendre le monde d'aujourd'hui et le but profond de cette émission, il est indispensable de reprendre à la base, à l'histoire même de notre sujet. Ce grand chapitre historique sera divisé en 2 épisodes. Dans ce premier épisode, nous allons explorer la naissance de la chirurgie esthétique, que l'on appellera l'ère du scalpel, puis l'arrivée fulgurante des injectables sur le marché dans les années 1990, l'ère de la seringue. Dans le deuxième épisode, nous continuerons cette ligne du temps en décryptant les dispositifs à base d'énergie, les lasers, les ultrasons, et enfin, le grand aboutissement, les méthodes de biorégénération cellulaire. Sur ces premiers épisodes, nous allons aborder toute cette évolution à travers le prisme de la médecine et de la biologie. Et rassurez-vous, au fil de la saison, nous reparlerons de cette même histoire, mais sous un autre angle de vue, celui des patients, de leurs ressentis et de leurs attentes. Avant de plonger dans la technique, il est d'ailleurs crucial de rappeler que la démographie a totalement dicté cette évolution au fil du temps. Historiquement, les baby-boomers cherchaient un rajeunissement structurel massif pour contrer les signes avancés de l'âge. Puis, la génération X a introduit la notion de subtilité. Aujourd'hui, les milléniaux et la génération Z intègrent l'esthétique dans une véritable routine de prévention globale, ce que l'on nomme la préjuvénisation. Mes amis, nous avons énormément de sujets à aborder. Ne tardons plus avec ce premier épisode. La problématique qui nous anime aujourd'hui est fascinante. Comment la médecine a-t-elle tenté de combattre le vieillissement au fil des décennies? Et notre promesse? Vous donner les clés scientifiques pour comprendre ce qui se passe véritablement sous votre peau. Pour m'accompagner et décrypter tout cela, j'ai le grand plaisir de recevoir Sophie. Bonjour Sophie. Pour ouvrir ce grand dossier, j'aimerais que vous nous expliquiez comment la médecine abordait initialement le relâchement du visage et comment cette fameuse ère de la chirurgie a posé les fondations de l'esthétique. Bonjour Thomas et bonjour à tous. Je suis ravie d'être avec vous. Pour répondre à votre question, il faut voir la chirurgie comme la première grande réponse médicale face au temps. Elle est passée d'une pratique parfois marginalisée au début du XXe siècle à une discipline de très haute précision et elle a représenté une magnifique évolution de la science. Il faut savoir que les données psychologiques soulignent que l'impact de ces interventions dépasse largement la simple anatomie. L'apparence joue un rôle fondamental dans les attributions sociales qui se forment en quelques millisecondes, influençant profondément l'estime de soi du patient.
Au tout début, vers 1901, l'approche était purement macroscopique et bidimensionnelle. La peau s'affaisse, donc on la sépare, on la tire et on coupe l'excédent tissulaire. Mais cela engendrait souvent un aspect artificiel, excessivement tendu ou soufflé par le vent. Le changement de paradigme vers une compréhension en 3 dimensions de la face s'est opéré dans les années 70. En 1974, le docteur Tord Skoog a révolutionné la discipline en décrivant une technique opérant dans le plan profond. Mais le véritable tournant clinique s'est opéré quand les travaux anatomiques de Mitz et Perroni, en 1976, expliquent et identifient formellement le SMAS, le système musculo-aponevrotique superficiel. Il s'agit d'un réseau fibromusculaire complexe agissant comme une aponévrose reliant les muscles mimiques à la peau sous-jacente. En redrapant et en ancrant ce SMAS au périoste osseux, des pionniers de la chirurgie comme Paul Tessier ou Sam Amra ont pu restaurer les contours de manière extrêmement respectueuse de l'anatomie, permettant à la peau d'être redéposée sans aucune tension excessive. Cependant, nous constatons certaines limites physiologiques avec le recul. Tout d'abord, l'approche chirurgicale expose le patient à des risques cliniques inhérents à tout acte invasif. Le risque anatomique le plus redouté demeure la lésion iatrogène du nerf facial, particulièrement dans la région antérieure à la glande parotide. Ce risque justifie d'ailleurs aujourd'hui l'utilisation croissante de technologies de pointe en bloc opératoire, comme l'électroneurommyographie bilatérale du visage, réalisée sans relaxant musculaire afin de monitorer en temps réel l'intégrité de la conduction nerveuse du patient. Au-delà d'une lourde convalescence, la vraie limite de la chirurgie est qu'elle corrige le contenant sans améliorer le contenu. Le scalpel n'agit ni sur la perte des volumes, ni sur le vieillissement de nos cellules. Et au final, la peau redrapée reste une peau biologiquement âgée. L'image du crochet de boucher résonne parfaitement, Sophie. On a remis l'athlète à la bonne hauteur pour faire illusion. Mais ses batteries cellulaires sont toujours complètement vides. La chirurgie redrape avec brio, mais elle ne restaure pas les volumes profonds qui fondent avec l'âge et n'efface pas les rides d'expression liées aux contractions de notre visage. C'est cette double impasse, l'éviction sociale lourde et l'incapacité à traiter l'atrophie volumétrique, qui a poussé la recherche à innover. Cela nous mène directement, au tournant des années 90 et 2000, à notre deuxième grand chapitre, l'ère de la seringue. Pour pallier les limites du scalpel, l'explosion des traitements injectables a été perçue comme la solution miracle, la révolution du minimally invasive, offrant des résultats rapides sans bloc opératoire. Sophie, comment fonctionnent réellement ces outils que sont la toxine botulique et l'acide hyaluronique, et que nous apprend la physiologie avec les décennies de recul clinique que nous avons aujourd'hui? L'arrivée de ces traitements a été une révolution fantastique, et cela représente une magnifique évolution de la science. Pour bien comprendre, il faut séparer nos deux outils majeurs. D'un côté, la neuromodulation avec la toxine botulique. De l'autre, la volumisation avec l'acide hyaluronique. Commençons par la toxine botulique. Son mécanisme d'action est d'une précision chirurgicale. Une fois injectée, elle est internalisée par nos terminaisons nerveuses. À l'intérieur, elle agit comme une cisaille qui va cibler et cliver spécifiquement une protéine vitale appelée SNAP25. Cette protéine est absolument nécessaire pour permettre de libérer l'acétylcholine, le neurotransmetteur qui donne l'ordre de contraction. En la détruisant, on bloque mécaniquement la transmission du signal. Le muscle entre en paralysie flasque transitoire, la peau se repose et la ride s'efface. Cependant, nous constatons certaines limites physiologiques avec le recul. L'idée historique était que le muscle récupérait son intégrité en 6 mois. Or, l'analyse révèle des modifications profondes. Cliver SNAP25 de manière chronique interfère avec le bourgeonnement nerveux, la capacité des nerfs à créer de nouvelles terminaisons pour se reconnecter. Des données récentes indiquent que des signes d'atrophie et de faiblesse peuvent persister jusqu'à 3 ans et demi après l'arrêt du traitement. Plus étonnant encore, l'insulte toxique altère le comportement de nos cellules souches satellites. Au lieu de créer des fibres musculaires, elles se différencient en cellules graisseuses, créant une infiltration lipidique qui remplace peu à peu le muscle par de la graisse. Du côté des volumes, l'approche était de compenser la fonte de la graisse et de l'os. Le marché a plébiscité l'acide hyaluronique, un glycosaminoglycane hydrophile stabilisé avec des agents de réticulation pour durer dans le temps.
La littérature médicale sur les produits de comblement souligne que le mécanisme d'action est purement rhéologique et mécanique. Le gel occupe un espace, attire l'eau et projette physiquement les tissus pour restaurer les contours. Mais l'imagerie diagnostique, comme l'IRM, nous confronte à une réalité complexe. Le dogme de la résorption complète est invalidé. Ces gels ont une persistance silencieuse. Ils peuvent migrer et rester dans les tissus pendant des années, créant des superpositions spatiales problématiques. De plus, l'injection de ces hydrogels fortement hygroscopiques va exercer une pression hydrostatique et mécanique sévère. Dans la région infraorbitaire, sous les yeux, où le drainage lymphatique est précaire, cette masse vient littéralement comprimer et bloquer l'évacuation normale des fluides. L'entrave de ces vaisseaux provoque des œdèmes tardifs et engendre la complication que l'on nomme le FOS, ou Facial Overfilled Syndrome, le syndrome du visage surinjecté, qui se manifeste par une apparence boursouflée et une perte des repères naturels. En fin de compte, ces deux époques formidables ont cherché à masquer un symptôme. Or, biologiquement, masquer un symptôme revient à contracter une dette biologique envers notre corps. Le tissu s'épuise silencieusement sous la correction mécanique. Aujourd'hui, la médecine moderne ne cherche pas à rejeter ces techniques, bien au contraire. L'avenir réside dans la complémentarité et la synergie. Pour que le corps intègre sainement un produit ou tolère une chirurgie, il faut d'abord relancer une fonction métabolique et apaiser l'inflammation. Et préparer ainsi le terrain cellulaire, c'est ce qui constitue un véritable investissement cellulaire. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. N'oubliez pas, la connaissance, c'est le début du changement. Prenez grand soin de vous et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode sur Fréquence Positive. N'hésitez pas à aller voir notre site web www.positivelife.bio. À bientôt.